Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la protection de la réputation des entreprises. Ce sera dans quelques instants avec Thuy My Vu, fondatrice de Rise and Sign. On parlera également de la faute lucrative avec Muriel Chagny, professeur en droit privé à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et enfin, on parlera droit des marques et crypto-actifs avec Clément Monet, console chez Norton Rose Fulbright. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti! Comment protéger la réputation de son entreprise? On en parle tout de suite avec mon invité, Thuy My Vu, fondatrice de Rise and Sign. Thuy My Vu, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons explorer ensemble les enjeux de la protection de la réputation de l'entreprise et aussi celle de leurs dirigeants. Tout d'abord, un point qui me semble important, c'est la mobilisation de tous les services d'une entreprise au service de la protection de la réputation de l'entreprise. Alors, comment ces différents services peuvent-ils collaborer ensemble pour protéger la réputation de l'entreprise ? Alors, je pense que ce qu'il faut avoir en tête tout d'abord, c'est que la réputation de l'entreprise, elle peut être atteinte à la fois dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les tribunaux, dans les écoles auprès des talents et également sur le dark web. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la réputation d'une entreprise, c'est bien l'affaire de tous dans l'entreprise. Donc, tous les départements ont intérêt à s'impliquer dans sa protection. Comment collaborer efficacement? Je pense qu'il y a 2 points. Le premier, c'est l'anticipation des risques réputationnels. Et le second, c'est assez naturellement la gestion de crise. Qu'est-ce qu'on fait quand l'entreprise est victime d'un tweet viral ou d'une cyberattaque ou autre? Le fait d'aborder ces questions-là avec une approche collaborative, ça permet non seulement d'assurer une double vérification, ou en tout cas une vérification collective du contenu qui est diffusé par l'entreprise. Et sur ce point-là, je pense qu'il faut vraiment garder en tête que pour protéger sa réputation avant tout, la première bonne pratique, c'est d'avoir une gestion responsable de l'information qu'on diffuse en externe mais aussi en interne. Et ensuite, le partage de bonnes pratiques nécessairement permet de sensibiliser toutes les équipes aux enjeux que chacune rencontre. À partir de là, l'un des exemples les plus frappants, je pense, c'est la cartographie des risques qui est effectuée par les équipes, les directions juridiques principalement, et en fait qui peuvent non seulement informer correctement l'ensemble de l'entreprise, mais en plus être enrichies si on implique les autres directions. Et pour répondre très concrètement à votre question, le bon process, notamment en gestion de crise, mais aussi en anticipation, je pense que c'est d'avoir non seulement des réunions très récurrentes, donc de partager assez systématiquement les informations, de constituer aussi une cellule de crise qui est très efficace et facilement mobilisable, avoir des process de communication en interne qui sont éprouvés, qui sont fiables, sur lesquels on peut partager des données éventuellement sensibles, et surtout être réactif. Et enfin, faire des exercices de simulation. Ça peut paraître parfois un peu un gadget en entreprise. En fait, c'est fondamental pour tester à la fois la résistance au stress de vos équipes, mais aussi la résilience de l'entreprise. C'est comme ça qu'on se rend compte finalement, qu'on voit les bonnes pratiques qui sont efficaces en simulant justement tous ces aspects. Néanmoins, il peut y avoir des obstacles que rencontrent les différents services quand ils travaillent ensemble à la protection de la réputation de l'entreprise. Comment lever ces obstacles et faire en sorte de bien travailler efficacement? Alors forcément, le fait d'impliquer beaucoup de monde, ça nous fait perdre en agilité, ça peut être un point, donc il faut apprendre à désigner des rôles à chacun pour rendre vraiment cette organisation extrêmement efficace. Il ne faut pas être paralysé par l'intermédiarisation, par la multiplication des systèmes de validation. Je pense que c'est pour ça que là, la simulation est importante en réalité. Alors, il y a un autre aspect qui est important aussi, c'est le dirigeant lui-même. Oui. C'est important de bien protéger sa réputation. Pourquoi c'est important ? En fait,
Alors aujourd'hui, mais c'était déjà valable avant, hein, le dirigeant ou la dirigeante est un représentant, un ambassadeur de l'entreprise dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec LinkedIn ou Instagram où on peut se raconter, on peut revenir sur une aventure entrepreneuriale, on peut porter des convictions fortes. Et à partir de là, nécessairement, on lie le destin du dirigeant à celui de l'entreprise. Il devient une cible pour des concurrents, pour des activistes ou autres, qui voudraient dégrader à la fois son image, mais aussi l'activité de l'entreprise. Et c'est pour cette raison que c'est important de protéger sa réputation à lui aussi. D'autant plus que le terrain d'attaque, il est encore plus grand. Il est d'autant plus grand qu'on peut l'attaquer non seulement sur ses activités professionnelles, mais aussi sur un point de vue plus personnel, sur son management, sur sa vie privée. Alors justement, comme c'est extrêmement sensible, l'image d'un dirigeant, il y a des outils, des stratégies à mettre en place. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, sur les outils, je ne sais pas si... la question est très large et je ne sais pas si ça diffère grandement de ceux qu'on utilise pour les entreprises. Ce que je peux vous dire, c'est que sur la stratégie, on peut adapter évidemment la stratégie globale de communication aux aspirations du dirigeant. Tout le monde n'a pas forcément envie de porter un message dans absolument tous les médias. Et pour ça, ça nécessite donc un accord complet et une posture validée avec le dirigeant, mais aussi beaucoup de média training, un travail éditorial conséquent. Alors on dit souvent également que l'éthique et la transparence sont des piliers de la réputation de l'entreprise. En quoi concrètement l'éthique et la transparence sont essentielles à la réputation d'une entreprise ? Alors pour moi, il y a 2 points importants. L'éthique et la transparence aujourd'hui, c'est des valeurs essentielles qui sont attendues par par quasiment toutes les parties prenantes d'une entreprise. Elles sont attendues par les talents, elles sont attendues aussi par les fournisseurs, les prestataires, les clients qui sont eux-mêmes signataires ou auteurs de chartes éthiques, mais aussi par plus largement la société. Je pense que c'est ce qu'on voit aussi avec l'émergence d'initiatives RSE et de la place accordée à la RSE en général. Le deuxième point, c'est qu'il faut garder en tête, et c'est révélé notamment par le Forum de Davos en 2024, c'est que la menace pour l'humanité aujourd'hui, c'est la désinformation. L'entreprise, elle évolue dans un écosystème informationnel qui est extrêmement pollué, et à mon sens, elle a une responsabilité dans l'assainissement de cet espace. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, anticiper les risques est indispensable. Concrètement, quelles sont les bonnes pratiques pour justement anticiper les risques de réputation de l'entreprise ? Alors très concrètement, je pense que ça s'adapte en fonction de la taille de l'entreprise bien sûr, mais il y a un kit de survie, je dirais. Le premier, c'est évidemment la formation. Elle doit être continue, mise à jour régulièrement. La veille, donc le fait de se tenir à jour des sujets sensibles pour l'entreprise et son secteur. L'échange, je le martèle un petit peu, mais la culture du partage, elle est importante dans ce contexte-là. Et le dernier point, c'est le fait de ne pas hésiter à faire appel à des spécialistes de la gestion de crise, de la cybersécurité, du management, parce qu'ils sont capables d'anticiper certains risques et d'avoir un prisme peut-être plus technique et apporter leur expertise. Et surtout, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut agir rapidement, c'est-à-dire dès que la crise commence, il faut tout de suite contacter les spécialistes de ces questions. Effectivement. Et alors peut-être un autre point qui me semble important, vous avez indiqué l'aspect fake news aussi, qui est de plus en plus, je dirais, impactant sur la réputation des entreprises. Vous avez abordé LinkedIn. Comment on fait dans un monde où on a de l'information tout le temps pour essayer justement de veiller, de faire un benchmark de tout ce qui est dit sur l'entreprise et de faire en sorte de rectifier parfois ce qui est dit ? Alors c'est un exercice qui est très compliqué et c'est pour ça je pense qu'il nécessite parfois de faire appel à des consultants externes. C'est des compétences qu'on n'a pas forcément systématiquement en interne, pas forcément pour des sujets de mise à niveau, mais plus aussi d'effectifs, de temps passé. Le fait de veiller, ça prend énormément de temps, d'avoir un œil un peu sur tous les réseaux, sur la presse en ligne, sur Wikipédia, enfin sur toutes les plateformes. Et donc je pense qu'un moyen efficace, c'est quand même de s'entourer d'outils et d'humains pour assurer cette veille et une analyse pertinente de la matière. Et en ce qui concerne la réponse, je pense que malheureusement, c'est là qu'on rentre dans la crise, c'est un peu du cas par cas. Je pense que dans un temps donné,
donné. L'entreprise parfois rencontre des fake news mais ne peut pas y répondre comme elle le veut pour des raisons diplomatiques, économiques ou autres. Et dans ces cas-là, ça nécessite justement de mobiliser tous les outils que je viens de citer. Ce sera le mot de la fin. Merci Tuumi Vu. Je rappelle Merci que vous êtes fondatrice de Rise and Sign. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la faute lucrative. On poursuit ce Lex Inside, on va parler de la faute lucrative avec mon invité Muriel Chagny, professeure en droit privé à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Muriel Chagny, bonjour. Bonjour Arnaud. Le nouvel article 1254 du Code civil introduit de façon inédite en droit commun de la responsabilité civile une sanction civile des fautes lucratives qui soulève de nombreuses questions. Pour commencer, pourquoi un tel texte a-t-il été introduit ? À vrai dire, je me pose moi-même la question, Arnaud. En réalité, ce texte est le fruit d'une initiative parlementaire en cours de vote de la dernière loi DADU du 30 avril 2025. Et donc, si on regarde ce qui a été dit par les auteurs de l'amendement, eh bien, il s'agit en réalité de mieux réprimer les manquements délibérés tout en, je cite, alimentant un fonds destiné au financement des actions de groupe. Alors effectivement, le produit de cette sanction civile va permettre d'abonder, d'alimenter un fonds permettant de financer les actions de groupe et ça permettra de faciliter l'exercice des actions de groupe. Mais l'objectif principal, il est ailleurs, c'est effectivement, vous l'avez dit, de sanctionner la faute lucrative. Alors qu'est-ce que c'est la faute lucrative ? C'est une faute qui, en réalité, va laisser à son auteur un profit malgré le fait qu'il est obligé de réparer par l'allocation de dommages-intérêts. Donc, il s'agit ici, en réalité, d'éviter que le crime, ou plutôt la faute, paye. C'est ça l'idée. Et donc, en quelque sorte, il s'agit de déjouer les calculs coûts-avantages qui peuvent être faits par les auteurs de certaines fautes. Alors, certains droits spéciaux l'avaient déjà fait avant. Le droit commun a eu du mal à le faire puisqu'il a été question depuis 20 ans maintenant, vous voyez, 20 ans tout juste, il a été question de dommages-intérêts punitifs, de dommages-intérêts restitutoires, d'amendes civiles. Et là, on a fini par enfin avoir un texte avec une un peu curieuse sanction civile qui a été adoptée. Alors, on n'en sait plus sur cette faute lucrative. On va revenir sur la sanction. Est-ce que cette sanction est suffisamment encadrée ? Alors, c'est vrai que cette sanction, elle pose quand même un certain nombre de questions parce qu'elle a un domaine d'application qui est très large, me semble-t-il. En effet, elle va concerner aussi bien la responsabilité contractuelle que la responsabilité délictuelle. Et par ailleurs, elle va jouer dès lors qu'on est dans l'exercice d'une activité professionnelle. Donc ça va concerner très largement les entreprises, les opérateurs économiques. Ça veut dire que c'est quand même très large et que donc ça va pouvoir s'appliquer par exemple à des contentieux qui intéressent la propriété intellectuelle, à des contentieux qui intéressent le droit de l'environnement, à des contentieux qui intéressent aussi les inexécutions contractuelles qui vont être concernées, le droit de la concurrence, le droit de la consommation ou encore les fameuses récentes obligations de compliance. Donc le champ est vraiment large. Voilà. Et de là, le régime, il devient crucial. Plus le domaine d'application est large, plus on est tenté de se dire qu'il faut bien encadrer cette sanction. Précisément, je ne suis pas sûre que le compte y soit tout à fait parce que, alors, il y a deux conditions de fond qui sont posées par le texte. La première, elle tient à la caractérisation d'une faute, une faute lucrative, une faute spécifique. Donc, et là, le texte pose des exigences. Il faut que l'auteur de la faute ait délibérément, c'est-à-dire volontairement, commise celle-ci en vue d'obtenir un gain ou une économie indue. On voit ici qu'on a une volonté qui est orientée non pas vers un résultat dommageable, comme c'est le cas de la faute intentionnelle, mais vers un gain, un profit illicite. Ça, c'est la première condition. Mais c'est plutôt la seconde qui est peut-être un peu facile à satisfaire. Je m'explique. Il suffit que le manquement ait causé un dommage, alors quel qu'il soit, à plusieurs personnes. Mais plusieurs, c'est au moins deux. Ce qui peut aller assez vite. Plusieurs personnes placées dans une situation similaire. Qu'est-ce que c'est qu'une situation similaire ? Ça n'est pas une stricte identité. Similaire, c'est finalement ce qui est à peu près semblable.
Donc c'est ça, assez ça large. laisse beaucoup d'hypothèses. Voilà. Alors, on peut quand même se rassurer. Il y a des modalités d'application qui sont prévues. Il faut une demande en ce sens de la part soit du ministère public, soit du gouvernement. Il faut aussi, si le juge décide d'accorder une telle sanction civile, il faut aussi une décision motivée. Mais il reste des inquiétudes quant au montant. Et en particulier quant au plafond qui est prévu, qui est quand même extrêmement élevé. Jugez-en plutôt, le plafond qui est prévu, eh bien, c'est pour une personne physique 2 fois le montant des sommes indûment perçues. Pour une personne morale, c'est 5 fois. Ça peut aller jusqu'à 5 fois. Autrement dit, on est encore plus sévère que les droits spéciaux, vous voyez. Alors justement, vous évoquez les droits spéciaux. Il y a déjà d'autres dispositifs qui prévoient des sanctions. Quelle est l'articulation avec les droits spéciaux ? Alors, ce qui est bien à première lecture de ce texte, c'est qu'il a prévu la question. Et donc, on pourrait se dire, tout va bien sur ce point, tout est prévu. En réalité, quand on y regarde de plus près, ça n'est pas tout à fait le cas. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Eh bien parce que, en réalité, ce que prévoit le texte, c'est l'hypothèse du cumul avec une amende administrative ou pénale. Et dans ces cas-là, eh bien, le texte dispose qu'il faut plafonner le montant total des amendes au plafond le plus élevé. Bon. Le problème, c'est que si vous prenez par exemple l'exemple du droit de la concurrence, il y a des cas qui ne correspondent pas ni à une amende administrative, ni à une amende pénale. Vous pensez à quoi par exemple ? Alors je pense au droit des pratiques restrictives, pour lequel est prévue une amende civile qui peut être extrêmement sévère, puisque ça peut aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Et donc cette amende civile, ça n'est ni une amende administrative, ni une amende pénale. Donc le texte n'a pas prévu ce cas de figure. Alors, donc c'est une lacune. C'est une lacune. Il aurait mieux valu sans doute prévoir effectivement le cumul avec une sanction pécuniaire, qu'elle soit pénale, administrative ou civile. Alors, je ne veux pas non plus inquiéter. Je pense que le principe ne bis in idem aura vocation à jouer. Mais c'est quand même une lacune du texte. Alors, autre point, la question de l'attractivité semble se poser également. Quels sont les risques en la matière ? Le risque, en réalité, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce texte concerne les opérateurs économiques. Et il les expose à des sanctions qui peuvent être élevées, on l'a dit, et qui ne sont pas assurables et qui peuvent, dans certains cas, se cumuler, soit avec l'amende civile, soit encore avec des dommages et intérêts. Donc ça peut faire peur aux entreprises. Donc ça peut faire peur aux entreprises. Or, les entreprises, précisément, elles sont les premières enclines à mettre en concurrence, en quelque sorte, les droits et les systèmes juridiques. Par comparaison, essayer de choisir le plus profitable. Et donc, le texte s'applique en matière contractuelle. Il y a donc un risque, à mon sens, que les entreprises, lorsqu'elles établissent leurs contrats, en tout cas quand il s'agit de contrats internationaux, insèrent dans les contrats des clauses de choix de loi et de choix de juridiction au profit de lois et juridictions étrangères. Et c'est peut-être un peu dommage qu'on n'y ait pas davantage songé. En tout cas, c'est un risque pour la sécurité juridique ? Alors, pour la sécurité juridique, en réalité, la question, c'est de savoir comment le juge va appliquer le texte, au fond. C'est lui qui a la main. C'est lui qui a peut-être qui aura le dernier mot, parce que le texte lui donne non pas une obligation, mais une faculté. Il peut, et non pas doit, prononcer une sanction civile. Donc il faut attendre les premières décisions pour voir comment il va interpréter justement ce texte ? Alors en effet, il faut attendre les premières décisions pour voir quelle application il fera de ce texte. Est-ce qu'il prononcera des sanctions civiles très élevées ou pas ? Est-ce qu'il ira davantage vers des sanctions de principe ? Ça, effectivement, c'est lui qui aura la main, à moins que ce qu'une loi a fait, une nouvelle puisse la défaire, parce que ce qu'on peut regretter aussi, c'est que ici ce soit une nouvelle fois une réformette de la responsabilité civile, texte après texte, dans des lois fourre-tout comme la DADU, alors qu'il vaudrait mieux, effectivement, une vraie réforme d'ampleur de la responsabilité civile qu'on attend depuis très longtemps. On va conclure là-dessus. Merci Muriel Chany. Je rappelle que vous êtes professeur en droit privé à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Merci beaucoup Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler blockchain et cryptoactifs et droit des marques. On enchaîne, on parle droit des marques et cryptoactifs avec Clément Monet, consul chez Norton Rose Fulbright. Clément Monet, bonjour. Bonjour Arnaud.
Nous allons analyser les défis juridiques liés à la blockchain à l'aune du droit des marques. Pour commencer, quelles sont selon vous les principales utilités de la blockchain en matière de propriété intellectuelle ? Oui, alors il y a beaucoup d'utilités en matière de propriété intellectuelle. D'une manière générale, on sait qu'une blockchain, c'est une base de données décentralisée qui permet d'enregistrer des informations sous forme de blocs liés entre elles de manière chronologique. Et ces blocs contiennent des données qui peuvent être des données de transaction et également un système d'horodatage. Donc en matière de propriété intellectuelle, pour ma part, je vois deux principales utilités qui sont la première, une utilité de datation entre guillemets d'une création, d'une œuvre de l'esprit. Le tribunal judiciaire de Marseille, le 20 mars 2025, a récemment considéré qu'il était possible de revendiquer la titularité d'un droit d'auteur en invoquant une création qui aurait été horodatée sur un système de blockchain. Donc c'est une solution qui est largement accueillie par la pratique, et même si elle n'est pas forcément révolutionnaire, parce qu'à l'étranger, c'était déjà le cas, mais en tout cas en France, c'est confirmé que maintenant, l'on peut justifier de la titularité d'un droit d'auteur par le biais d'une création ancrée sur la blockchain. L'autre utilité principale que je vois, c'est le fait qu'un NFT, donc un jeton non fongible, peut être utilisé comme un certificat d'authentification d'une création. Et donc, elles peuvent permettre de suivre des diverses transactions d'un objet, d'une œuvre de l'esprit, et également certifier plutôt la provenance d'une création. Donc, c'est assez utile dans le domaine de l'art et également des produits de luxe. Alors, si les technologies blockchain peuvent être utiles pour la propriété intellectuelle, attention également à ce que ces technologies respectent bien les droits de propriété intellectuelle. Hermès, la société Hermès de luxe en a récemment fait les frais, parce qu'on sait par exemple qu'un créateur de NFT avait créé et avait commercialisé sur une plateforme des petits sacs Birkin digitalisés et donc bénéficie entre guillemets de l'image d'Hermès sans son autorisation. Et Hermès, la société Hermès a réussi à obtenir le retrait de ces NFT en invoquant tant son droit des marques sur son modèle que le droit d'auteur sur son modèle de sac Birkin, et a obtenu donc le retrait de ces NFT contrefaisants des plateformes. Donc c'est quand même... Vigilance, attention. Donc vigilance, attention. On va revenir sur la technologie blockchain. Quels sont les moyens de protection de cette technologie ? Alors, la blockchain en soi, ça reste ni plus ni moins que un logiciel. En France, en tout cas, c'est un logiciel. Donc, c'est protégé par des codes sources. Et les codes sources sont protégés en France par le droit d'auteur. Donc, deux principes. C'est le droit d'auteur qui s'appliquerait sous réserve, bien évidemment, que les codes sources soient originaux. Et pour qu'ils soient originaux, il faut que l'auteur soit capable de démontrer l'empreinte de la personnalité de son auteur sur le code source. Alors, on va s'intéresser maintenant à la protection des technologies blockchain par les droits d'auteur sur les logiciels. Quelles sont les limites du droit d'auteur sur les logiciels dans le cadre de la protection d'une technologie blockchain ? Alors ici, il faut faire la distinction entre les blockchains publiques et les blockchains privées. Une blockchain publique, les plus connues, elles ont la caractéristique d'être open source. Ça veut dire qu'elles sont accessibles à tous, donc de facto, dans la mesure où elles sont accessibles à tous, les codes sources sont ouverts à tout le monde, et donc le droit d'auteur n'a pas forcément vocation à s'appliquer dans la mesure où tout le monde peut l'utiliser, la blockchain, sous réserve de respecter bien évidemment certaines conditions. Donc ici, c'est quand même assez limité en matière d'open source. Et en matière de blockchain privée, c'est une blockchain qui est donc fermée, qui est beaucoup plus rare. Ici, par principe, le droit d'auteur pourrait s'appliquer, mais encore une fois, c'est limité parce qu'on parle d'une blockchain qui est réservée à certaines personnes et ça reste un réseau privé, donc beaucoup moins d'intérêt pour le principe de la blockchain. Alors maintenant, on va s'intéresser au droit des brevets. Quid de la protection de la technologie blockchain par le droit des brevets ? Intéressant, bonne idée, j'ai envie de vous dire, mais pas forcément possible parce Pourquoi ? Alors, on sait qu'en matière de brevet, il faut qu'il y ait 3 conditions pour qu'une invention soit brevetable. Il faut que l'invention soit nouvelle, il faut qu'elle soit inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.
De plus, le Code de la propriété intellectuelle, et plus précisément l'article 611-10 du CPI, exclut expressément les programmes d'ordinateur des inventions brevetables. Or, je vous ai dit tout à l'heure qu'une blockchain, une technologie blockchain, était un logiciel. Donc, de facto, le brevet ne peut pas, par principe, s'appliquer à une technologie blockchain. En revanche, le brevet pourrait porter sur des éléments autour dans l'univers de la blockchain, comme par exemple des protocoles de cryptographie ou alors des processus de stockage. Mais c'est quand même plus compliqué. D'accord. C'est quand même plus compliqué. Alors pour finir, est-ce que le droit des marques offre une meilleure protection pour les entreprises de la blockchain ? Alors le droit des marques, oui, ça offre une protection intéressante, mais ne nous trompons pas, ça n'offre pas une protection de la technique blockchain, ça offre une protection, entre guillemets, du nom, de la stratégie, de l'image commerciale de la blockchain, mais aucunement de la technologie en tant que telle. Donc, lorsque l'on parle d'image commerciale, on peut protéger un nom, le logo, l'abréviation, le nom de la plateforme. Par exemple, Ethereum, qui est donc une entreprise bien connue de l'écosystème, a protégé son nom dès 2014, alors qu'on était qu'au balbutiement de la technologie à l'époque. Et eux, ils ont réussi à créer, à valoriser toutes ces... à donner de la valeur à leur société en déposant des marques notamment. Alors justement, pour terminer, quelles sont les stratégies à adopter pour protéger toutes ces créations dans l'univers de la blockchain ? Comme toute marque, 3 points fondamentaux. Il faut d'abord bien choisir son nom. Ça veut dire s'assurer que le nom soit disponible, le nom ou le signe que l'on veut protéger soit disponible. Il faut s'assurer qu'il ne soit pas descriptif, parce qu'on ne peut pas protéger le mot crypto-monnaie pour des produits de crypto-monnaie. Donc vraiment une étude sur la stratégie du nom, du choix du nom, et également sur le volume de marques que nous voulons déposer. Par exemple, une société du type Avalabs qui a la blockchain, la technologie blockchain Avalanche, a décidé, eux, ils ont un portefeuille par exemple de 30 marques. À la différence, d'autres sociétés décident d'avoir une stratégie complètement différente et de protéger uniquement leur nom. Donc, bon choix du nom. Ensuite, bon choix des classes à protéger. Généralement, classe 9 pour logiciel et logiciel de blockchain. Classe 36 pour services financiers de crypto-monnaie. Et éventuellement également classe 41 qui correspond à la conception de logiciels. Et enfin, finalement, il faut faire toujours dans les libellés très attention, être très attentif aux dernières publications de la classification de Nice qui nous propose toujours des classifications plus fines et plus pertinentes qui peuvent correspondre vraiment à l'activité que l'on recherche et que l'on cherche à protéger. Parce que sinon, on sera mal protégé. On sera mal protégé et donc nous aurons une marque que nous ne pourrions pas invoquer. On va conclure là-dessus. Merci Clément Monet. Je rappelle que vous êtes consul au sein du cabinet Norton Rose Fulbright. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.